Henri Tizot. Françaises, Français, étant l'imitateur du président de la République, j'ai, depuis ces événements, envisagé toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de me maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne cesserai pas de l'imiter. J'ai un mandat du public, je le remplirai. Je ne renverrai pas ma pianiste, dont la valeur, la solidité, la capacité mérite l'hommage de tous. Elle me proposera les changements qui lui paraîtront nécessaires. Dans la composition de mon tour de chant, en tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action comique. À moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier, en même temps qu'on l'empêche de rire, par les mêmes moyens qu'on empêche la caissière du caveau d'encaisser, les ouvreuses d'ouvrir, les chansonniers de chansonner. Eh bien non. Le caveau de la République n'abdiquera pas. Le public se ressaisira. La chanson, le théâtre et l'humour l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France! Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, je ne sais pas si depuis votre enfance, vous avez relu un livre d'histoire de France du cours élémentaire, classe de 9e et 10e année. Alors, c'est pas déjà fait. Avec ces événements, vous avez dû avoir le temps de le faire, mais en tout cas, c'est pas déjà fait. Moi, je vous engage vivement à le faire parce que dans ce livre d'histoire, on y lit des choses absolument irrésistibles. Vous allez voir ce qu'on apprend à nos enfants. Je vais vous montrer un petit exemple au hasard. Enfin, au hasard, c'est façon de parler, parce que la page était marquée, oui. Voyons, 50... Voilà, ça y est. En tout cas, je n'invente rien de ce qui est noté. Prenons Jeanne d'Arc. On dit de Jeanne d'Arc, elle s'occupait au ménage, filait la laine, tandis que les oiseaux venaient manger dans sa main. En plus, filer la laine avec les oiseaux qui mangent dans votre main, c'est pas très fonctionnel. Enfin, ne cherchons pas à comprendre, c'était pas le siècle de la participation. Un peu plus loin, l'odieux tribunal déclara qu'elle serait brûlée vive, alors Jeanne pleura. Ben oui, forcément, que ce soit qu'elle fasse d'autre, la pauvre chérie, c'est d'une logique irréfutable. Alors, dans le même style, j'ai essayé d'imaginer le règne de Charles de Gaulle tel que, vraisemblablement, on le décrira dans les écoles de l'an 4000. Alors, n'oubliez pas, nous sommes en l'an 4000, et voici ce que l'on apprendra aux petits Français d'alors. Il y a bien longtemps de cela, des hommes habitaient notre pays. On les appelait les Français. Ils vous auraient fait peur. Les hommes portaient les cheveux longs et les femmes des robes très courtes appelées des mini-jupes. Les Français sont gais et courageux, mais ils ne s'entendent pas toujours entre eux. Or, il y avait dans un petit village appelé Colombé un petit garçon qui s'appelait Charles. Il était brun, simple et doux, et déjà très grand pour son âge. Il menait parfois au champ paître les troupeaux de son père, avec une gaule dans chaque main. Alors on l'appela Charles de Gaulle. Il comprenait les malheurs de son pays. En vieillissant, il grandit tellement qu'il dominait la foule de ses hautes épaules. Il fait peur aux ennemis. Quand les Allemands envahirent notre pays, Charles eut l'idée de se mettre à Londres. Et de là, il cria si fort que la France avait perdu une bataille, mais qu'elle n'avait pas perdu la guerre, que les Allemands l'entendirent, alors ils s'en allèrent.
Un peu plus tard, les Français demandèrent à Charles d'être leur guide. Mais malgré cela, Charles restait très simple. Il était le roi, mais il touchait la main à tout le monde. En Algérie, il dit aux Français « Je vous ai compris ». Il avait toujours le mot pour rire. Quelquefois, le roi se montrait très cruel. Il faisait enfermer par Carteron les généraux qui lui résistaient à Tulle dans des cages de fer. Et puis, il perdait la clé. Mais il la retrouvait toujours au moment des élections. Un des ministres de Charles, qui s'appelait Debray, était très bon. Pour consoler le roi, il attrapait les mêmes maladies que lui. Charles a épousé une princesse très chrétienne, Yvonne. Mais comme elle était très bonne et très douce, le peuple l'appelait Antivonne. À cause de l'extrême misère causée par la TVA et plus tard par les Jeux Olympiques, beaucoup d'enfants étaient abandonnés par leurs parents ou vendus à des Américains. Alors Yvonne supplie son mari à genoux et lui dit « Monseigneur, pitié, donnez la pilule à la France !» C'est en 1967 que Charles entendit les voix de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Michel Archange qui lui commandaient d'aller délivrer le Canada. Ce qu'il fit, il remonta le Saint-Laurent et bouta les Anglais hors du Québec. Mais comme il avait peur d'être fait prisonnier, il écourta son voyage. Et il déclara « Ma cabane au Canada n'est pas bâtie à Ottawa ». Puis Charles rentra en France et il perdit ses voix. Pendant un an, il ne se passa plus rien. La France s'ennuyait. Alors, les étudiants manifestèrent dans le quartier latin avec des drapeaux rouges ou noirs et ils prirent la Sorbonne ainsi que l'Odéon Théâtre de France en sciant les barreaux. On appela ces journées le massacre de la Seine-Cohn-Bendit. Puis, ce fut la grève civile et bientôt la disette. Mais les Français souffraient surtout du manque d'essence et de cigarettes. C'est à ce moment-là que le roi quitta Paris. On crut qu'il s'enfuyait en passant par Varennes. En fait, il se rendit à Baden-Baden pour faire le plein d'essence et allait se reposer à Colombey. Puis, il gagna à nouveau Paris, déguisé en ange, et il chassa les démons. Alors, des Français se rendirent sur les Champs-Élysées et entonnèrent « De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, notre Angelo. Il est mieux foutu que leur drapeau. » Quant à Pompidou, il était resté 3 jours et 3 nuits sans dormir. C'était un bon ministre. C'est lui qui a dit « Je veux que tous les Français puissent mettre tous les dimanches de l'essence dans leur voiture afin d'aller faire la grève à la campagne. » Car pétrolage et raffinage sont les 2 mamelles de la France. Puis, tout rentra dans l'ordre et les Français furent gros gens comme eux devant. Mais ils eurent la consolation de se dire « Quand la France s'enrhume, De Gaulle éternue !» Eh bien, mesdames, messieurs, pour rester dans l'histoire de France, lors de la Grande Révolution, la première, celle de 1789, tout le monde le sait, Louis XVI avait écrit dans son journal, le 14 juillet, il avait inscrit rien et il était parti à la chasse. Le général, lui, n'a pas fait pareil. Voici la Révolution de 1968, vue jour après jour par le général. « 13 mai. Ils me font rire, ces étudiants. Pourquoi aller chercher Mao puisqu'ils ont mot un? « 16 mai. Les Français, je les emmerde, mais ils me le rendent bien. » 17 mai. Autrefois, la France tenait le haut du pavé. Aujourd'hui, elle le jette.
Mais je suis bien tranquille. Quand ils auront foutu le pavé dans la mare, ils auront vite marre des pavés. 20 mai. Ils sont marrants, ces Français. Ils se révoltent pour me prouver qu'ils sont pas des veaux. Résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils gueulent comme des veaux. 22 mai. Avec cette grève de la SNCF, les vaches doivent s'étonner de ne plus voir passer de train. Elles sont bien françaises. Elles aussi, elles le regrettent, leur train-train quotidien. 23 mai. Il y a en France 38 000 communes, et dire que nous en sommes à peine à la seconde. 27 mai. En France, il arrive souvent qu'on voit rouge, même quand on tire à blanc. Résultat, on se retrouve tous avec des bleus. 29 mai. J'ai bien envie de téléphoner à Tizot. Si ça l'intéresse toujours, je lui bazarde mon fonds de commerce. 30 mai. Pendant cette révolution, j'ai loupé mon premier discours. Mais aujourd'hui, j'ai été formidable dans le deuxième. J'ai mis 3 semaines pour annoncer en 5 minutes ce qu'il fallait entreprendre dans 1 mois et que j'ai pas été foutu de faire en 10 ans. Mais bon sang, aimez-vous les uns sur les autres. C'est ça la participation. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Ils chantent la Marseillaise sur les Champs-Élysées. Voilà qui pousse la note à présent. Après tout, c'est justice puisque c'est eux qui la paieront. 1er juin, dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, ces Français, c'était des coups de tricolore. 2 juin, Jeanne d'Arc, ils l'ont laissé brûler. Louis XIV, ils sont même pas allés l'enterrer. Louis XVI, ils l'ont décapité. Napoléon, ils l'ont laissé enfermer, après tout. Estimons-nous heureux. L'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Seulement ça, c'est pas de Gaulle ni de Tizot, c'est de Blaise Pascal. Eh bien, mesdames, messieurs, pour imiter le général, j'ai un truc. Et ce truc, c'était simple comme bonjour, il fallait y penser. Je l'ai dans ma poche d'ailleurs, attention, ça ne pas beaucoup de place, je vais vous le montrer. Ce truc, c'est un élixir. Il me suffit d'une goutte de cet élixir et aussitôt, ça me donne la voix du général. D'ailleurs, attention, je dis une goutte parce que sans ça, cet élixir risque d'être très dangereux si on en abuse. La semaine dernière, combien j'en ai pris? Deux gouttes et demie. J'en ai pris 2 gouttes et demie, je me suis retrouvé comme mal de tête épouvantable. Et puis alors, en coulisses, on me tenait plus, je me prenais pour Dieu le Père. Oui. Dans la rue, je criais des choses curieuses, je criais « Vive les taxis libres !» Remarquez, maintenant, ils sont tous libres, pour écoute, hein. Bon. Mais alors, donc, si on n'en abuse pas, il suffit d'une petite goutte. Dans la jury, il y a un monsieur qui a l'air de très intéressé. Vous voulez goûter, monsieur, mon élixir? Ça n'a pas mauvais goût, hein, c'est de l'eau de Pologne, alors vous risquez. Alors donc, une petite goutte dans l'interstice des lèvres, pardon. Ça y est, nous y sommes. Alors ensuite, il faut une table, évidemment, une chaise. Normalement, il faudrait Michel Droit, mais ici, on n'a pas les moyens. J'ai tout fait pour le faire engager, ils veulent pas. Bon. Alors au début, n'est-ce pas, c'était relativement plus facile. C'était la grande époque, l'époque de « je vous ai compris, je sais ce qui va se passer ici ». Enfin, vous connaissez la suite, hein. Maintenant, d'abord, le général a 10 ans de plus, moi aussi, ça compte quand même à nos âges. Ça me fait rire d'ailleurs, comme les gens quand ils me disent « il est quand même bien le général pour son âge ». Et moi, je suis pas bien pour son âge. Alors donc, des lunettes ensuite, les mains qui fonctionnent mal, n'est-ce pas?
Ça s'appelle la maladie du puitrain. Ah oui, oui. Nous attrapons la grippe, la rougeole, lui, la maladie du puitrain. On ne sait pas ce que c'est, il n'y a que lui qui l'a. Bon. J'ai tout fait pour l'attraper, j'ai pas réussi. Bon. Et ce qui est très important également, l'air de s'ennuyer toujours lorsque les autres parlent. Quand les autres parlent, ça lui paraît toujours trop long. Quand Michel Droit parlait, ça donnait ça. Voilà, mais alors après, quand ça vient à lui, c'est la grande forme, c'est parti mon képi. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, pour ce que nous avons à faire, qui est une tâche d'information, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par demander aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, les questions qu'ils souhaitent me poser. Ensuite, eh bien, mon Dieu, ces questions, on les mettra, si vous le voulez bien, en ordre. On les groupera. Je pense d'ailleurs que les sujets principaux sont à l'esprit de tous, et à toutes ces questions, eh bien, comme à l'accoutumée, je m'efforcerai de ne pas y répondre. Alors, mesdames, messieurs, s'il en est parmi vous qui ont des questions à formuler, je leur demande de rechef de bien avoir la très grande amabilité de le faire. Mesdames, messieurs, je vous en prie. Je vous en prie. Votre retraite. Ma retraite, ah ben ça commence bien. Monsieur, étant donné les salaires des retraités qui sont si bas, je l'ai appris lors de ces événements, il n'est pas question que je m'en aille demain. Voilà pour ma retraite. Je vous en prie. Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vu votre grandeur. Vu ma grandeur. Votre grandeur. Ah, ma grandeur, oui. Avez-vous à l'Élysée Oui. une baignoire spéciale pour prendre vos bains? Voilà une question bien indiscrète, monsieur, très originale. Bien. Tout ce que je puis vous dire, si toutefois ça puis vous satisfaire, c'est que je ne vais jamais à l'ONU. Bien. Et puis, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. L'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. L'entrée de la grande... J'ai déjà dit non, monsieur. N'insistez pas. Je veux bien faire des concessions et des réformes pour les Français, pas pour les Anglais. Et puis, je vous en prie. Oui. Avez-vous l'intention de faire le saut de l'ange? Le saut de l'ange, quand je... Mais avec vous, quand vous voulez, mademoiselle. Bien, et puis, s'il vous plaît, je vous en prie. Et Vietnam. Comment, le Vietnam? Ah, monsieur, pour une fois que je m'en mêle pas, je vous en prie, m'y poussez pas. Hein. Surtout après ces safoirs, ça me retombera sur la figure. Je vous en prie. En général, Oui. pensez-vous de la révolte des étudiants? Monsieur, écoutez, tout ce qui va mal, ça ne me concerne pas. Ça concerne Pompidou. Pompidou a encore l'âge de passer les nuits, moi je l'ai plus. Et puis, je vous en prie. En général, Oui. une maîtresse. Oui, la France, monsieur. Elle me donne bien du fil à retordre, vous savez. Je vous la souhaite pas. Bien, et puis, je vous en prie. Je suis beaucoup plus tranquille avec Yvonne. Mais enfin, ça, que voulez-vous? Quand on est accroché comme je le suis, on ne peut pas s'en passer. Oui, je vous en prie. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par chienlit? Ah, écoutez, monsieur, si après ce qui s'est passé, vous ne savez pas ce que c'est, on vous fera un dessin. Et comment? La pilule, ben faut l'avaler. C'est la nature des choses. Tout se tient, comme quoi tout se tient dans ce monde-ci. La terre est ronde et l'univers est petit. Bien, et encore. Que s'est-il passé au Canada? Au Québec. Ah, alors là, je suis parti pour 3 tours. Rien, monsieur, rien ne peut donner l'idée de ce que fut la vague de foi et d'espérance française qui souleva le peuple tout entier au Québec au passage du président de la République. Il faut d'ailleurs aller à l'étranger pour voir ça. De Québec jusqu'à Montréal, sur les 250 km de la route
qui longe le Saint-Laurent et que les Français canadiens appellent le chemin du roi parce que jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour, un chef de l'État français viendrait à le parcourir. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'étaient rassemblés pour crier passionnément « Vive la France !» Et ces millions arboraient des centaines et des centaines de milliers de drapeaux tricolores et de drapeaux du Québec à l'exclusion presque totale de tout autre emblème. Ensuite, partout où je faisais halte, ayant à mes côtés M. Daniel Johnson, mon ami Johnson, parce que, vous savez, il y en a tout de même encore quelques-uns. Tout le monde chantait la Marseillaise avec une ardeur indescriptible. Alors à Montréal, deuxième ville française du monde, j'ai crié « Vive le Québec libre !» ce qui porta au suprême degré la flamme des résolutions. Allons. Pour eux aussi. Pour eux, surtout, la France doit continuer à demeurer la France. Voilà, monsieur, ce qui s'est passé au Québec. Et encore. Comment, madame? En Roumanie, je suis venu trop vite, je ne peux pas vous le raconter. Il fallait m'y laisser, si vous voulez que je vous raconte. Bien, et puis, vous en prie. C'est tout, c'est fini. Et ta sœur? Ma sœur, elle est au Panthéon. Elle prie bon Dieu que tu sois moins con. Vous n'avez pas volé celle-là. Bien. Vous n'avez pas des nouvelles à prendre des autres membres de ma famille, non? Bien. Et puis, vous ne voyez plus rien, je vous en... La mini... Vous me prenez de court, monsieur. Et encore, c'est tout, c'est fini. Mon général. Qu'est-ce que je pense? Enverrez-vous un homme dans la lune? Oh, monsieur, dès que Mitterrand sera d'accord pour prendre place dans la fusée. D'ailleurs, ce jour-là, il ne faudra pas mettre que Mitterrand, il faudra une fusée impériale, ce jour-là. Tizot, mon général. Qu'est-ce que je pense de Tizot? Monsieur, vous savez, il n'y a pas la place pour deux. Alors, je vais vous dire très franchement, à ce sujet-là, j'aime bien m'écouter parler, voyez-vous, mais j'aime pas tellement m'entendre. Remarquez, il a un gros avantage sur moi, il répète les mêmes choses, mais lui, ça lui rapporte. Bien, c'est tout, alors vous ne voyez plus. Vous êtes battu aux élections. Qu'est-ce que je ferai? Ah ben, je me reposerai, je l'ai bien mérité, monsieur. Quant à Tizot, ben, il se démerdera. Bien. Alors, je crois là qu'à présent, tous les sujets sont sur la table, comme on dit, ou plutôt devant la table. Et nous... Il y en a encore une, allez-y, alors oui. Mais mon général, après votre récent voyage au Canada, qui a eu les conséquences que nous savons... Oui, gros succès, monsieur. Puis certains Canadiens anglais se demandent non sans raison... Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Pourquoi voulez-vous donner le Québec aux Français alors que vous avez donné l'Algérie aux Arabes? Monsieur, tout ce qui grouille, grenouille et scribouille n'a pas de conséquences historiques. Bien, alors tout ça, ça nous ramène à diverses questions. Ça nous ramène au Vietnam, au Québec, bref, ça nous ramène à la France. Et puis, il me semble qu'on m'avait aussi posé une question concernant le très grave problème de l'après-gaullisme. Qu'est-ce qui m'avait posé cette question? Ou alors on devait me la poser, cette question, je ne sais plus très bien. Puis en tout cas, je crois qu'en ce jour-ci, elle intéresse particulièrement les Françaises et les Français. N'est-il pas vrai? Bien, alors l'après-gaullisme, c'est tout naturel par les temps qui courent. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais après De Gaulle, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être également dans 5 ans, puisque c'est le terme
du mandat que la Constitution m'a confié. Mais si vous voulez faire rire quelques-uns, ou grogner certains politiciens au rencard, je dirais, mais voyons, allons, ça pourrait durer comme ça encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Franchement, je ne le pense pas. Eh bien, Français, dans l'éventualité où De Gaulle disparaîtrait, ce qu'il ne manquera pas de faire, eh bien, si Dieu lui prête vie, il vous restera Tizot. Oh, ça pas possible. Eh bien, mesdames, messieurs, en général, je le fais exprès, c'est pas possible. En principe, le général chante la Marseillaise, pour finir. Moi, je ne vais pas le faire parce que la Marseillaise, vous la connaissez aussi bien que moi. Et en plus, la Marseillaise a souvent été un chant de guerre, alors que finalement, un poème est toujours un chant de paix. Et j'ai choisi un poème, je voudrais finir sur ce poème, un poème d'Edmond Rostand qui s'appelle La Vitre, qui est l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre et qui, dans le wagon qui le ramène vers son pays, redécouvre à travers la vitre de ce wagon la France. Et je le ressens particulièrement, ce poème, parce qu'au début des événements, j'étais sur le chemin du roi. Le général m'avait ouvert les contrats là-bas. Je suis revenu en pleine grève par Bruxelles, comme tout le monde. Et 7 heures d'avion, donc 7 heures de car pour retourner. À travers la vitre de ce car, j'ai eu le temps de m'apercevoir que malgré que la France soit en grève, malgré les événements qu'elle traversait, malgré qu'il n'y ait plus d'essence, plus de voitures, je m'apercevais que de toute façon, moi qui revenais d'ailleurs, c'était, quoi qu'il arrive, le plus beau pays du monde. Moi, dit un des fumeurs de pipe, j'eus le départ assez bougon. Je ne fus pas un de ces types qui chantèrent dans le wagon. Triste et d'un vieux jardin que j'aime, marchant encore les résédas, je me repliais sur moi-même au milieu de tous ces soldats. N'ayant jamais quitté mes landes, pour moi la patrie et le sol, c'étaient mes 4 plates-bandes autour de mon pain parasol. Rêveur, étonné que des cuivres m'appelassent à des combats, j'aimais la France dans les livres. Je ne la réalisais pas. Pourquoi mentir, le wagon rude sentait le vin et la sueur. Je n'avais que la certitude de faire un médiocre tueur. Je n'ai pu ni chanter, ni boire. Je me taisais le cœur. Crevé, ne croyons pas à cette gloire et que son jour fût arrivé. Mais, ayant bu leur dernier litre, les autres s'endormirent. Moi, de mon coude, essuyant la vitre vaguement, sans savoir pourquoi, je regardais passer les choses d'un œil lourd. L'aube vint. Je fus surpris par des métamorphoses. Les arbres couraient plus touffus. Les cyprès devenaient plus rares. Tout changea. L'aspect des taillis, le style des petites gares. Et tout d'un coup, je tressaillis. Un vallon s'ouvrait d'une grâce inconnue à mes yeux encore. L'herbe eut une fraîcheur plus grasse. La moisson élargit son or, secouant mes torpeurs nocturnes. Malgré moi, je m'intéressais. Des pelouses s'ornèrent d'urnes et des jardins furent français. Un verger vient, rit, se dérobe sur elle-même à la façon d'une femme montrant sa robe. La ville tourne à l'horizon et quoi? Les cercles, les hachures que cherchaient sur l'atlas nos doigts sont au loin, ces collines pures, ces doux rassemblements de toits. Je frémis, terre magnifique, tu vas te creusant, t'élevant, la figure géographique devient un visage vivant. Tout s'allonge, rien ne s'escarpe, l'azur luit, le sol court, l'eau dort, nous prenons la France en écharpe, montant du sud-ouest au nord, au léger cerisier l'échelle communique son tremblement. La lumière est spirituelle, l'ombre est un attendrissement. On voudrait, tant les cimetières et tant les villages sont beaux,
veiller dans toutes les chaumières et dormir dans tous les tombeaux. Belle contrée aux lignes molles, je m'enfonce dans ta douceur en traversant les auréoles que tu portes autour du cœur. Et sur la France parcourue, j'ai vu changer l'or du rayon et la forme de la charrue avec la couleur du sillon. Et je voyais sur les collines passer le vin universel. Nous longeons les glauques salines et je voyais passer le sel. Nous roulions dans la plaine immense et je voyais passer le pain. Voilà ce que c'est que la France bourdonnait sans cesse le train. Et sans cesse plus fier, moins triste. Pour mieux voir encore ce que c'est, j'effaçais mon souffle égoïste sur la vitre qu'il ternissait. Et soudain, quand, sur une plaine, un soleil large étincelant, je criais: cela vaut la peine de mourir pour ce pays-là. Et je vois encore le visage que près de moi fit un dragon quand je baisais le paysage sur la vitre de mon wagon. Merci, vive la France.